recevoir encore M. Chez vous en ce jour pour la réflexion de ma rencontre. L'échange nouveau numéro, le sujet d'actualité. Et cette pandémie mondiale qui continue inexorablement sa course mortuaire avec des conséquences incalculables sur la vie de nos concitoyens, la vie de la population tout entière à travers les 4 coins du globe. On en est aujourd'hui à plus de 1 million de personnes contaminées dans le monde. Les chiffres de cas de décès sont énormes et tout le monde se demande à quelle sauce on serait mangé dans les prochains jours. Le Togo, malheureusement, n'est pas aussi épargné. Les autorités ont pris des mesures drastiques, disons-le, pour contenir la propagation du mal, pour en discuter, approfondir ces mesures prises par le gouvernement togolais au plan sécuritaire. Je reçois pour vous son Excellence, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général Yack Daman. Mon général, merci de cette invitation. Merci beaucoup, Monsieur Wilson. Voilà, c'est le Covid-19 qui nous réunit sur le plateau. Bon, malheureusement, 2 mètres, bien calculé. Il faudrait mettre là dans une bonne ambiance que de parler d'une pandémie. C'est ça. Et vous étiez là avec votre cache-nez, et donc ça n'est pas une personne, tout le monde est concerné. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas grand, il n'y a pas petit, comme on le dit. Il n'y a pas petit pays, grand pays. La pandémie, elle fait rage. C'est cela. Donc nous prenons conscience et essayer d'épouser les mesures prises par le gouvernement. Je pense que ça va nous faire du bien, ça va limiter l'extension de la pandémie dans notre pays. Justement, c'est cela dont on va parler. Vous avez bien planté le décor. Mais question d'introduction, quelle réflexion ça vous inspire, vous, en tant que citoyen ordinaire, enfin, même si vous ne l'êtes pas, et en tant qu'humain, cette pandémie, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? C'est la question que tout le monde se pose. Comment une maladie qui a pris ses racines en Chine. Depuis décembre 2019. Depuis décembre 2019, en moins de 6 semaines, elle fait rage en Europe, et en Amérique et en Afrique. C'est la question qu'il faut se poser. Et tant qu'on n'a pas la réponse à cette question, il faut prendre le problème au sérieux. Il faut prendre le problème au sérieux. Il n'y a pas de doute. Qu'on nous dise aujourd'hui, non, c'est une pandémie qui concerne seulement les régions tempérées. Quand l'OMS dit c'est une pandémie, ça veut dire que c'est toute la planète qui est touchée. Oui. Et que chaque gouvernement essaie de limiter les conséquences dans son pays. Chez nous, au début, certains ont cru que peut-être c'est de la blague. C'est de la blague ou c'est un alibi pour le gouvernement d'empêcher qui que ce soit de manifester. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a pris conscience de la chose. Et en plus des mesures que le gouvernement a prises pour essayer de limiter la propagation, chaque responsable essaie de voir individuellement qu'est-ce qu'il doit faire dans son département pour ne pas être victime. C'est cela. Oui, alors c'était le 6 mars, je crois, que le premier cas a été signalé par le Premier ministre dans une conférence de presse. Oui. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Quel est l'état de notre pays aujourd'hui par rapport à ce Covid-19? Donc, comme vous l'avez dit, le premier cas c'était le 6 mars 2020. Une compatriote qui est revenue d'un voyage et qui après quelques jours a commencé par sentir les symptômes. Donc, depuis un certain nombre de mesures ont été prises pour, comme je disais tout à l'heure, pour endiguer. Et ça n'a pas quand même empêché que l'épidémie touche certains de nos concitoyens. Donc au jour d'aujourd'hui, selon les responsables de la santé, nous avons 41 cas confirmés, c'est-à-dire hospitalisés. Donc 41 malades, concrètement, 41 malades, oui. 41 malades. Oui. Ceux qui ont eu à être guéris sont au nombre de 18. Ils ont même été libérés. Malheureusement, nous avons eu 3 décès, 3 compatriotes qui ont perdu la vie dans cette épreuve. Et, vous savez, à un moment donné, le gouvernement était obligé de réquisitionner des hôtels, parce qu'il y a des compatriotes qui revenaient du voyage. En plus des mesures prises sur les pays à risque, il fallait quand même trouver une formule pour ceux qui reviennent de ces pays à risque. Et pour éviter que vraiment la contamination ne se propage, il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés. Donc ceux qui revenaient de ces pays à risque étaient confinés, étaient mis en quarantaine dans ces hôtels. On dit que la maladie a une période d'incubation de 14 jours. Donc après les 14 jours, si la personne ne développe pas,
elle rejoint sa maison. En plus de ceux qui sont dans les hôtels, la majorité, plus de 400, ont été conduits à leur domicile. C'est ce que nous appelons autoconfinement. Vous êtes chez vous, vous ne sortez pas et il y a une équipe médicale qui passe de temps en temps vous voir. Il y a une équipe de sécurité qui passe voir si vous respectez les consignes. Je crois que pour la majorité, ils ont compris, ils respectent ces consignes-là de ne pas sortir et de limiter leurs activités autour d'eux-mêmes pour ne pas peut-être contaminer la famille. Donc parmi les 85 qui sont dans les hôtels, 15 vont devoir rejoindre leur foyer parce que la période d'incubation est passée et ils n'ont pas développé la maladie. Les autres sont toujours en observation. C'est ça. Oui, alors, en l'absence de traitement, pour le moment, on n'en a pas encore, il n'y a pas de protocole thérapeutique. C'est des mesures préventives, n'est-ce pas? Oui, c'est des mesures préventives. Le gouvernement en a pris. Oui. Bon, vous n'avez pas des moyens curatifs. Ailleurs, les gens essaient avec la chloroquine. Mais je crois qu'il vaut mieux prévenir. Il vaut mieux prévenir. Donc, déjà, dès le 6 mars, lorsque le premier cas a été déclaré, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Dans le chef de l'État fait mettre en place un comité de crise qui a posé un certain nombre d'actes. Il a donné des orientations à ce comité de crise, comment suivre et gérer la situation. Mais ça a évolué avec l'entrée de certains compatriotes et le gouvernement est monté aussi d'un cran dans les mesures prises. Oui. Alors, rapidement, pouvez-vous nous rappeler de ces mesures préventives-là? Bon, la mesure préventive, nous pouvons dans un premier parler des mesures individuelles. Oui. Les mesures individuelles, ce que le gouvernement recommande, il faut toujours laver les mains avec du savon. Tout à l'heure, je tiens même à vous remercier parce qu'à l'entrée, j'ai vu un seau d'eau avec du savon. J'ai dû me laver les mains avant d'avoir accès à votre studio. Donc, il est recommandé, fortement recommandé, de toujours laver les mains avec du savon. Et il est aussi recommandé, si les embrassades, nous avons là cette tradition de nous serrer la main, il faut pour le moment mettre ça entre parenthèses. Les embrassades, les accolades, il faut mettre ça entre parenthèses. On ne sait jamais, peut-être vous avez envie de tousser, ce n'est pas la peine de tousser sur celui qui est en face de vous. Vous pouvez tousser dans votre coude ou vous trouvez peut-être un mouchoir propre ou vous toussez. Voilà une des mesures, ça c'est individuel. Au niveau des mesures, je dirais collectives, vous savez qu'aujourd'hui, nos frontières terrestres sont fermées. Bien sûr. Nos frontières terrestres et même voire aériennes sont fermées. Nous avons les vols en provenance des pays à risque. Déjà, dès le 16 mars, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, les vols étaient suspendus pour 2 semaines. C'est encore d'actualité. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de nos préfectures qui sont bouclées. Parce qu'il y a eu des cas avérés dans ces préfectures. Donc il faut éviter que les gens, peut-être naïvement, viennent rester là-bas et repartir, donner encore ou contaminer d'autres préfectures. Donc il y a par exemple Lomé, Tchévier, Sokodé, Palimé qui ont été bouclés. Un dispositif sécuritaire a été mis tout autour de ces préfectures. Vous ne pouvez pas venir résider dans ces préfectures. C'est vrai, il y a eu un peu d'évolution, mais le principe, le dispositif est toujours en place. C'est ça. Est toujours en place. Et il y a quelques jours, à la suite de l'adresse du chef de l'État à la Nation, nous sommes montés encore d'un cran. Aujourd'hui, il y a les mesures, le couvre-feu qui est imposé, qui de 20h à 6h, pour dire à nos concitoyens, pendant cette période, chacun doit rester chez soi. Il y a aussi des mesures qui concernent les transports. Oui. Malheureusement, notre émission n'est pas en direct. Hier, il était décidé que les émigrants doivent cesser de prendre des passagers. Bon, cette mesure, normalement, se limite au Grand Lomé, comme le couvre-feu d'ailleurs. Le couvre-feu se limite au Grand Lomé. Ah d'accord, là ça, il faut préciser, monsieur le ministre, n'est-ce pas? Donc le couvre-feu ne concerne pas tout l'étendue du territoire national. Non, le couvre-feu ne concerne pas toute l'étendue du territoire. Pour le moment, c'est le Grand Lomé, c'est-à-dire les 2 grandes préfectures d'Agonibe et du Golfe. Oui. C'est dans ces 2 préfectures que le couvre-feu est appliqué. Mais à l'intérieur du pays, le couvre-feu n'est pas appliqué.
De même, je dis les mesures de transport. Alors, les émigrants qui ne doivent plus prendre des passagers, c'est au niveau du Grand Lomé. Les passagers limités dans les taxis, dans les minibus au niveau du Grand Lomé. Je dirais que ces mesures ne sont pas prises sans compensation. Le gouvernement est en train de voir, vous savez, les émigrants, c'est une corporation qui est très étendue. Il faut un peu de temps pour les enregistrer, savoir qui fait des émigrants, qui ne fait pas des émigrants. Je crois que d'ici quelques jours, ça va être fait. Et en contrepartie, le gouvernement ne va pas quand même les lâcher. Alors, Monsieur le ministre, l'inquiétude, ce n'est pas forcément les immigrants. Hein. Il y a des fonctionnaires, n'est-ce pas, qui sont à moto. Oui, on n'interdit pas toutes les motos. Vous êtes fonctionnaire, vous avez une moto, vous prenez votre moto, vous allez au service. Et vous pouvez remorquer votre collègue de service. Non, si on demande aux immigrants de ne pas remorquer un passager, vous, on ne va pas vous demander de remorquer quelqu'un. J'ai vu, quelqu'un a dit, là, essayons d'éviter la philosophie. Soyons simples et nous allons nous en sortir. Dit que j'ai dormi avec ma femme dans le lit, je dois la remorquer. N'allons pas dans ces détails-là. Si on rentre dans ces détails, on dit souvent le diable est dans le détail. Il faut éviter ça. On dit éviter d'être à deux sur la moto, compte tenu de la proximité. Il faut l'accepter. Pour combien de temps? C'est ça aussi le problème. Tout le temps. Monsieur Wilson, tant que durera la pandémie, je crois que les mesures, on ne peut pas reculer. Au contraire, dans la prise de mesures contraignantes, il faut avancer. Jusqu'au moment où on va trouver la bonne formule. Maintenant, par exemple, je vous ai parlé de 41 cas. Si dans 2 semaines, 3 semaines, on se limite à ça, ça veut dire que le Togolais a compris. Notre population a compris le bien fondé. Le gouvernement verra dans quelle mesure. S'il faut alléger, on va alléger. Oui, le problème, c'est que, on s'inquiète. Est-ce que c'est déjà, vous connaissez, le Togolais, on parle déjà de la suppression du métier des émigrants? Non, pas du tout. Je demande à ces compatriotes de nous comprendre, de comprendre le gouvernement. Au contraire, le gouvernement veut bien les voir exercer leur profession en bonne santé. C'est vrai, ils ne sont pas devenus émigrants, peut-être pas volonté. La crise a créé et on essaie de faire avec. On essaie de faire avec. Mais s'il n'y avait pas de pandémie, je ne pense pas que le gouvernement devait prendre la mesure de dire à partir de maintenant, on ne veut plus voir des immigrants. Ils sont là, aujourd'hui, le gouvernement est en train de les organiser. Ils travaillent avec la DOCI, il y a le ministère des Transports. Ils font partie de notre société et on doit les considérer comme tels. Rencontre ici un nouveau numéro. Nous parlons des mesures prises par le gouvernement togolais pour juguler cette crise, cette pandémie mondiale, le Covid-19, qui s'étend à tous les pays du monde. Notre pays n'en fait pas exception. Monsieur le ministre général Jacques Dagman est donc mon invité. L'intervention du chef de l'État, c'était le 1er avril dernier, mercredi dernier. Certains ont jugé que c'était un peu tard, qu'il aurait peut-être dû parler un peu plus tôt. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, je leur dis d'être tolérant et d'être compréhensif. Le premier cas dans notre pays, c'est le 6 mars. Déjà le 6 mars, le chef de l'État a mis en place le comité de crise qui a eu à prendre un certain nombre de mesures. Le président a donné des orientations au comité de crise qui a commencé par travailler. Il a commencé par prendre les dispositions, ce cas, comment essayer l'isolement de la personne, la recherche des personnes contacts. Donc, le président n'est pas resté les bras croisés. 2 jours après, il y a eu un conseil des ministres extraordinaire. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Le 1er avril, il s'est adressé à la nation. Il a encore pris des mesures avec beaucoup plus d'éléments concrets. Donc, celui-là qui dit que c'est tardif, je ne sais pas. Vous savez, parfois aussi, il faut prendre un peu de recul, observer, pour prendre la bonne décision, pour prendre la bonne mesure. Le président aurait peut-être le premier jour fait une déclaration. Peut-être, monsieur Luçon, vous allez me dire combien de fois le président veut parler. Pourquoi dans la première déclaration, il n'a pas dit ça et aujourd'hui, il le dit. Non, il a pris du recul. C'est une autorité. Et elle a pris du recul, observé, et a pris la bonne décision au bon moment. Nous pensons que la bonne décision a été prise au bon moment. Alors, le coup-feu sur le Grand Lomé, quel bilan vous en faites après 2 ou 3 nuits déjà? Le couvre-feu a commencé le 2 avril. Nous sommes au 3e jour. Je peux vous dire que dans l'ensemble, à plus de 95%, nos compatriotes respectent. Mais je déplore. J'ai été plusieurs fois interpellé. Et ça, je le regrette.
J'exprime à l'endroit de nos compatriotes qui ont été victimes de voies de fait ou de violences vraiment toute notre compassion. Mais je tiens à demander, j'ai même fait un communiqué ce midi, pour demander aux forces de l'ordre, ils doivent être professionnels. Le gouvernement a mis en place cette force spéciale de 5000 hommes et femmes pour essayer de faire appliquer les mesures, que ça soit fait d'une façon professionnelle. C'est pas excessif, c'est raisonnable, 5000 hommes et femmes. Non, quand je dis 5000 hommes, ça c'est force dédiée à la gestion ou à la veille de l'application des mesures. Oui, oui. Mais le reste des effectifs de la police, de la gendarmerie, ils font leur service normal. La prévention, la police administrative, la police judiciaire, ils ne continuent pas à le faire. On parle d'une militarisation, n'est-ce pas, non, je dis c'est une force mise, c'est vrai. Il y a quelques éléments des forces armées, mais celui qui commande la force, c'est le directeur général de la police. Avec ses 3 adjoints, il a un adjoint police, un adjoint gendarmerie, un adjoint des forces armées togolaises, pour pouvoir au moins avoir la maîtrise des effectifs. On n'a aucune intention de militariser. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que je regrette les cas de violence qu'on a eu à noter. Certains compatriotes. Vous avez vérifié, ça s'est avéré vrai, parce qu'il y a beaucoup de dimanches sur les réseaux sociaux. C'est hier, pour la première fois, on m'a interpellé, mais j'ai vu des vidéos qui m'ont confirmé que certains font de la bavure. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal d'exercer des violences sur nos concitoyens. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous ne respectez pas le couvre-feu. Moi, je serai peut-être exécutant. Je vous fais asseoir là-bas. Vous allez nous accompagner à gérer la nuit. Ça, c'est au moins la prochaine fois, il va vite rentrer. On n'a pas besoin de le bastonner, on n'a pas besoin de le chicoter. Donc, ils n'ont pas reçu d'ordre Non, vous pensez que qui va leur donner aller chicoter les gens? Pas du tout. J'ai eu à dire que les réclassissants seront mis. Il y a plusieurs façons de mettre quelqu'un dans les rangs. On n'a pas besoin de le bastonner. Tout à l'heure, je vous ai dit, moi, je vous fais asseoir à côté de nous. Nous, on est payé pour ça. Mais vous rentrez chez vous. Vous n'avez pas voulu respecter l'heure. Vous passez la nuit avec vous nous tenez comme compagnie. Je crois qu'en partageant le lot de moustiques ce soir-là, le lendemain, vous allez prendre vos dispositions pour être à la maison à 20h ou avant 20h. Alors, beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses, et à propos, parce qu'on a pensé qu'on aurait peut-être fait une formation à ces forces. Non, la force, elle est formée. Il y a ce que nous appelons la formation continue. Elles ne sont pas sorciers ce qu'on leur demande. Veillez à ce que les mesures, les décisions prises par le gouvernement soient appliquées. On découvre de 20h à 6h. Veillez à ce que nos concitoyens ne soient pas dans la rue de 20h à 6h. C'est tout. Vous le trouvez une des prérogatives. Vous pouvez le décider même de la garde à vue. Vous pouvez le conduire au poste, il fait 48 heures là-bas. Ça, c'est la loi donne cette force-là aux forces de sécurité. On n'a pas besoin de bastonner la personne. Alors, ça dit qu'il y a eu une étude permettant de voir que c'est souvent la nuit qu'il y a plus de contamination ou bien plus d'occasion à la propagation de la maladie. Je crois que l'étude qui a été faite, il faut éviter les contacts. Vous savez, la nuit, nous avons des bars, nous avons des boîtes de nuit, nous avons des dancing où les gens se retrouvent. Il y a eu déjà une mesure qui dit vous ne devez pas être quelque part à plus de 10 personnes. Parfois, vous venez dans un bar, autour de la table, ils sont 8 avec les bouteilles. Je ne suis pas un amateur des boîtes de nuit. Vous allez dans une boîte de nuit, il n'y a pas de lumière, vous savez, je ne sais pas s'ils sont une cinquantaine, une centaine. Je crois que le Togo n'est pas le seul à prendre ces mesures. Oui. Ces mesures permettent sincèrement de limiter la propagation de la pandémie. Et il faut qu'on l'accepte. Aujourd'hui, même si le gouvernement n'avait pas parlé de ça, je crois qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont pris la décision individuelle d'y à partir de ça, je ne sors pas. On me dit, ne vous serrez plus la main. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen pour voir est-ce qu'il exécute. Mais tel que je vois les choses, ça marche. Ça marche. Je suis rentré ici, je ne vous ai pas serré la main, vous ne m'avez pas serré la main. Ça veut dire que nous épousons ces mesures. C'est ça. Et encore que cette force aussi peut être exposée à la contamination. Non, ils ont le minimum, c'est-à-dire le cache-nez. C'est vrai, il ne faut pas se déplacer avec des seaux d'eau pour laver les mains, ils ont des gants.
Ils ont le minimum. Et c'est des engagés volontaires. Ils sont là pour accompagner le gouvernement dans l'exécution des décisions qu'il prend. Peut-être que ça ne vous concerne pas très directement, mais la question de la compensation, je reviens au cas des Émidiaman, et tel que ça a été annoncé. Comment vous allez étudier leur cas, effectivement, pour les prendre en charge au moment où ils sont à la maison et qu'ils ne font plus rien? Non, vous savez, les Émidians sont organisés. S'ils ne le sont pas, on est en train de les organiser. Ils ont des syndicats. Il y a des stations des Émidians. Ils se reconnaissent. Moi, je suis de telle station et à un moment donné, on est en train de les enregistrer pour faire le point. Par exemple, ils sont combien au niveau de Lomé, ils sont combien à l'intérieur du pays. À partir du moment où on va maîtriser leur effectif, par la compensation, ça se fera facilement et d'une façon équitable. Ils travaillent, on leur a dit de cesser de travailler à partir de tel jour jusqu'à tel jour. Le gouvernement va essayer de voir par jour combien ils versent peut-être à leurs propriétaires ou bien combien ils gagnent par jour, essayer de les compenser. Et les marchés sont toujours... Oui, les marchés, il y a des marchés où il y a une réduction des jours de marché. Parce qu'il faut aussi éviter, comme on dit, c'est le problème de contact. Si vous laissez un marché 7 jours sur 7, vous avez peut-être 7 chances sur 7 d'avoir beaucoup de contaminés que si vous laissez le marché 2 jours sur 7. Voilà l'esprit qui a animé le gouvernement prenant cette mesure de restriction ou de réduction des jours de marché. L'important, c'est de beaucoup communiquer parce que, Monsieur le ministre, j'avoue, les gens ne sont pas au courant qu'il y a tout feu. J'ai dit le gouvernement fait pour le mieux, mais je demande aussi à nos compatriotes de faire un effort. Si vous êtes informé, je suis informé. Si notre ami là-bas est informé, son cousin, sa cousine est informée. Il faut partager, Peut-être qu'on aurait dû peut-être étaler la mesure sur plusieurs jours et essayer d'aller par pédagogie, par approche pédagogique. Le gouvernement est déjà allé par pédagogie. Le premier jour, on n'a pas fermé les frontières. Non, je parle de l'adresse du chef de l'État, le premier déjà, et le 2, ça a mis en application. Oui, mais il y a urgence. Monsieur Wilson, il y a urgence. J'ai suivi ce matin au niveau des États, ils ont dit 1000 et quelques morts. Je crois que quand vous entendez ça, vous posez la question, il y a la guerre ou c'est... On dit les gens ont passé la nuit et le lendemain 1000 morts. C'est quand même... c'est effrayant. Ça n'est pas encore arrivé chez nous et nous ne devons pas souhaiter que ça arrive. Si le gouvernement ne prend pas ces mesures, le président fait son discours, le premier, on attend quoi pour appliquer? C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez dit, est-ce que ce n'est pas tardif? Non, il a essayé de regarder, analyser les contours, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on a pris comme mesure, quelle commande a été faite, quel matériel on a réceptionné, ainsi de suite. Et maintenant, il s'est adressé au peuple togolais. Il lui a dit, voilà, il y a une urgence nationale. Il y a une situation exceptionnelle, acceptant certaines contraintes et pour pouvoir vivre après la pandémie. C'est ça. Et l'état d'urgence, on a dit, c'est 3 mois. Est-ce que ça va être prolongé? Est-ce que ça va être... Et tout dépend de la résistance de la pandémie. Si la pandémie, aujourd'hui, comme les recherches sont en cours, on trouve un vaccin ou avec ce que les gens appliquent, ça donne des résultats très intéressants. L'État n'a pas d'intérêt. Vous savez, sur le plan économique aussi, c'est un trou qu'on est en train de creuser. Et demain, il faut répondre aux besoins de nos populations socialement. Si vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas. Donc, il faut faire un équilibre. En privant, mais tout en pensant aussi, demain, il faut pouvoir faire ceci, faire cela. Le secteur informel reste très touché, Monsieur le ministre, par des mesures, puisque désormais, on a réménagé les heures de service au Togo. Oui, la fonction publique aujourd'hui, c'est de 9h à 16h. Et il y a eu des discussions avec le secteur privé et le patronat, et quoi, tout le monde s'accommode à respecter cette période de travail de 9h à 16h. Dans un État, l'État ne peut pas décider pour la fonction publique 9h à 16h et un privé va dire non, moi, il est obligé de s'aligner, de se conformer. Et là aussi, il y a l'idée de compensation, d'allègement des charges fiscales. Le chef de l'État dit dans son discours qu'aucun Togolais ne sera oublié. Donc voilà, comprenant ça comme ça, et il y a
des mécanismes qui sont en train d'être faits au niveau des finances, au niveau de chaque département ministériel, pour que, à partir du moment où c'est une pandémie qui est arrivée, que personne à la sortie de cette pandémie ne dise pas, voilà, j'ai subi du préjudice, j'ai subi des pertes, et l'État n'a pas pensé à moi. Et la caisse de solidarité de 400 milliards sera mise en branle justement pour ces compensations? Je crois, je dis, quand il n'y a pas de compensation des uns et des autres, c'est cette caisse qui va gérer ça, qui va supporter toutes ces compensations. Est-ce que c'est des fonds déjà disponibles ou bien que maintenant on va les constituer? Non, l'idée y est déjà et le président a lancé. Pour le reste, observer le gouvernement. C'est ça. Et avez-vous le temps de mesurer déjà les impacts de ces mesures sur le changement du comportement des citoyens? Aujourd'hui, nous devons tous serrer notre ceinture. Il y a une pandémie qui est arrivée qui dépasse nos frontières. Et les mesures que le gouvernement a prises, nous devons tous nous conformer. Faisons un effort. Si on prenait 2 bières par jour, aujourd'hui, il faut dire la pandémie, peut-être je vais prendre une bouteille par jour, ainsi de suite. Ok, donc rencontre échange nouveau numéro, nous parlons justement de la pandémie de Covid-19 avec les mesures prises par le gouvernement. Autre préoccupation, c'est l'annonce de la libération des détenus dans certaines prisons, des localités, je crois, Lomé, Thiviers, Palimé et autres encore. Alors, et il semble qu'il y a eu un peu de bruit à la prison civile de Lomé. C'est vrai qu'à la prison civile de Lomé, le président, dans son adresse, a parlé. Il a donné des instructions au garde des Sceaux pour faire des propositions, ce qui a été fait. Et concrètement, quels sont ces détenus qui peuvent recouvrir leur liberté? Non, c'est des détenus qui sont presque en fin de peine. Ceux qui ont été jugés, condamnés, mais à qui il restait 2 mois, 3 mois, voire 4 mois, ou qui étaient peut-être un peu malades, et qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle. Ils sont 1048, je crois. C'est seulement pour la prison de Lomé ou bien c'est tout? Non, c'est sur l'étendue du territoire national. Sur l'étendue du territoire national. Et vous savez aussi que la pandémie, elle n'épargne pas les prisons. Il y a un peu plus de monde que prévu. Et je crois que c'est une bonne mesure qui permet de désengorger un peu nos prisons et donner une chance à ces compatriotes qui sortent et peut-être qu'ils vont s'amender pour ne plus vouloir retourner encore là-bas. Donc on n'a pas tenu compte de ces prisonniers qui n'ont pas encore été jugés, écoutés par un juge? Il y a quelqu'un qui ne m'a pas interpellé, mais il a posé le problème. Il aurait souhaité qu'on élargisse aussi ceux qui sont en détention préventive. Vous savez, la même personne devait nous dire, mais c'était une détention arbitraire, puisqu'il n'a pas été jugé, on l'a libéré. On a donné la chance à ceux qui ont été déjà jugés, condamnés, et à qui il restait quelques mois avant d'être élargis. Ça fait un peu d'espace pour ceux qui attendent d'être jugés. Donc jusque-là, il n'y a aucun cas de déclaré dans ces prisons de Je ne suis pas allé dans les petits détails, mais je crois que ceux qui ont bénéficié, la majorité, c'est ceux qui ont été jugés, condamnés et qui ont purgé une partie de leur peine. C'est ça. Bien, merci, monsieur. Pour bénéficier de la grâce, il faut d'abord être jugé, condamné. C'est ça. Donc c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Avec une liste bien déterminée de personnes à libérer. Avec une liste, je dis, ils sont 1048. 1048 sur l'étendue du territoire national. Donc ça donne à réfléchir justement pour les prochaines fois de nos prisons, de faire de sorte que, eh bien, il n'y a pas trop de promiscuité dans ces maisons d'arrêt. Vous savez, c'est un problème. Et c'est un problème qui n'est pas seulement un problème togolais. Même dans les pays développés, on vous parlera de surpopulation des milieux carcéraux. On fait une prison, on dit c'est pour 500 personnes. Le monde évolue. Il y a de nouvelles infractions qui se créent. Ce qui n'était pas infraction hier, aujourd'hui, vous commettez l'infraction, vous vous retrouvez dedans. Et quand on dit les condamnés à 18 mois, ce n'est pas 18 jours. Ça fait vraiment une période. Pendant ce temps, est-ce que pendant qu'il purge sa peine, il n'y aura plus d'autres? Sûrement pas. D'autres vont venir s'ajouter. C'est ça parfois qui provoque ou qui crée la surpopulation. C'est ça. Mais quand on a des occasions, des opportunités, je crois que le chef de l'État n'hésite pas. Souvent, à l'occasion de la fête nationale, il arrive également des détenus.
peut-être aussi accélérer les procédures de jugement de ces prisonniers. Bon, il y a beaucoup d'efforts qui sont maintenant faits, c'est vrai. Je ne suis pas du milieu judiciaire, mais je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Au niveau des magistrats, il y a eu des recrutements pour leur permettre vraiment de ne pas trop traîner sur les dossiers. Ils font pour le mieux. C'est ça. Bien, merci, monsieur le ministre, pour ce temps que vous passez avec nous en studio pour nous éclairer sur la situation qui prévaut actuellement dans notre pays avec cette pandémie de coronavirus. Notre pays n'est pas épargné. D'importantes mesures sont prises par le gouvernement pour endiguer le mal, dont justement ces mesures au plan sécuritaire. Au plan sanitaire, la crise, le comité de crise aussi fait son travail. Il y a un comité de crise qui suit les malades, qui suit ceux qui sont en quarantaine et qui suit aussi ceux qui sont dans les domiciles. Oui, je disais tout à l'heure, oui. Voilà, l'autoconfinement. Il y a le comité de crise sanitaire qui essaie de les suivre et qui voit comment ça évolue et qui rend compte au gouvernement pour les mesures à prendre. C'est ça. Et au regard de toute cette considération, que dire, mon général? Je dis, d'abord, je voulais saluer l'adhésion de nos concitoyens aux mesures prises par le gouvernement. Aujourd'hui, la communication passe, les gens suivent au jour le jour ce qui se passe ailleurs et ça forme. Ça dit, ce qu'on peut-être on nous impose ou bien ce que le gouvernement nous recommande, ce n'est pas de l'arbitraire, c'est pour nous-mêmes. Donc, je vous disais tout à l'heure que pour le couvre plus de 95, même 98. Parce que peut-être vous rencontrez quelqu'un et je suis allé faire ceci ou cela, il est seul. Dans un quartier de plus de 2, 3, 4 000, ça veut dire que nos concitoyens ont compris. C'est pour dire que nous devons prendre cette pandémie au sérieux. Et comme nous n'avons pas les mêmes pertes comme dans les autres pays, et continuons par respecter les mesures que le gouvernement a cru qu'avec ces mesures, nous pouvons nous en sortir. Il y a pas, la pandémie ne connaît pas le parti, ne connaît pas la catégorie sociale. Pour le moment, le gouvernement a dit en faisant ceci, en faisant cela, nous allons nous en sortir. Je crois que tout le monde doit y adhérer. Tout le monde doit y adhérer. Et je ne sais pas si nous sommes à la fin, mais aussi demander, nous sommes croyants. Nous sommes croyants quand nous avons des situations difficiles, il ne faut pas oublier l'Éternel. Il faut que nous intensifions nos prières et dans toutes les religions, y compris ceux qui sont animistes, pour que Dieu nous trouve la bonne voie le plus rapidement possible. C'est ça. Un mot à l'endroit de vos agents, peut-être vous suivre. Parce que nos agents, je voulais d'abord saluer leur disponibilité, leur professionnalisme et leur dire que les mesures que le gouvernement a prises pour mettre notre pays à l'abri, pour limiter la contamination ou la propagation de cette pandémie, le gouvernement a mis en place une force spéciale pour que cette force spéciale accompagne l'exécution de ces mesures. Ce n'est pas par la brutalité. Ce n'est pas par la brutalité, c'est le professionnalisme, c'est le sang-froid, c'est la disponibilité. Ce que le gouvernement attend des forces de défense et de sécurité dans l'accompagnement de l'exécution de ces mesures. Je sais, ce n'est pas aussi facile. Parfois, 48 heures au même endroit, mais c'est un choix que nous avons fait. Ils sont aussi stressés, tendus parfois. Ça arrive, mais ça fait partie de la formation. Dans nos écoles, nous avons ce que nous appelons la formation morale. La formation morale. Parfois, on dit on malmène les militaires, ça fait partie de la formation. On va vous dire de nager dans les eaux de douche, c'est pour vous former. Demain, vous pouvez être en face d'une situation plus bizarre que ça, mais vous devez supporter. Et le travail qu'ils font, ils le font pour nos concitoyens. Et ils doivent le faire comme on le dit, avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup d'éthique et de déontologie. Mais c'est très important sur ce mot-là, parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Non, je sais, j'ai dit tout à l'heure que je regrette, j'adresse à nos concitoyens qui ont été victimes encore une fois la compassion du gouvernement, mais je dis aussi à ces éléments qui sont minoritaires qu'ils doivent faire beaucoup attention, parce que ça rattrape.
Ça rattrape et des bavures de ce genre ne resteront jamais impunies. Ça rattrape les gens. C'est ça. Il a fait le tour, il a dit à certains, c'est pas pour ça qu'on vous a amené ici. Moi, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas respecté l'heure du couvre-feu, je le fais asseoir, il va nous accompagner toute la nuit. C'est ça. Je crois que le lendemain, il ne va plus sortir. Je n'ai pas besoin de le frapper. Pas besoin de le frapper. Donc, qu'il fasse attention. Après tout, c'est nos concitoyens. On quitte les rangs, on rentre chez eux à la maison. Absolument, absolument. Et un dernier mot pour les concitoyens aussi. Et à eux aussi, je sais, comme je disais tout à l'heure, que la majorité a épousé les mesures prises par le gouvernement. Je demande à cette petite minorité, si vous me permettez le terme, de suivre les autres. On ne dit pas, je vais sortir, voir, ils vont me faire quoi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parfois, je reste devant la porte pour voir. Parfois, vous les retrouvez regroupés. Aucune mesure. Ce qu'on veut éviter, peut-être il peut prendre la maladie à partir de cet instant-là. Donc, je demande à nos concitoyens, nous avons fait le maximum. Continuons par respecter les mesures prises par le gouvernement et on demande à Dieu de faire le reste pour protéger notre pays. Merci pour cette conclusion. Vraiment que les citoyens respectent les mesures prises par le gouvernement, notamment en matière des barrières, d'éviter la propagation de la maladie avec des gestes simples que nous avons l'habitude de faire d'ailleurs. Ce n'est pas seulement en temps de pandémie qu'on a appris à laver les mains et à toucher dans les coudes ou dans les mouchoirs jetables. Merci, c'est la fin de ce numéro. Merci à vous, monsieur le ministre, pour ce temps. Merci, monsieur Wilson, ça fait plaisir. Je voulais, si vous permettez, vous remercier de ce que vous faites beaucoup. Je profite de vous demander aussi de relayer ces mesures du gouvernement. J'ai suivi des génériques au niveau de certains médias, appelant dans toutes les langues de notre pays, appelant les uns et les autres, lavez-vous les mains, et vous exhorte à continuer. Même si on ne vous donne rien, je crois que l'Éternel vous le reconnaîtra. Merci bien. Prochainement, il faut penser aussi à nous dans les mesures d'accompagnement du gouvernement. La compensation, c'est pour tout le monde. Pas les chiffres, mais personne, le patron, le président de la République a dit que personne ne sera resté. Merci à vous, monsieur le ministre, pour cette patience. C'est la fin de ce numéro de rencontre et échange. Comme dit, prenez soin de vous, respectons les mesures de prévention contre cette maladie et tout ira bien. Merci et à la prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir.